Je veux passer quelques moments sur le contexte de cette recherche parce que c'est essentiellement le contexte. Cette recherche est une réponse au contexte, hein. Vous savez bien que ces dernières années, on a eu une très, très forte augmentation de demandes de transition chez les jeunes et aussi une très grande visibilisation de la question des jeunes trans et non-binaires. Et en même temps, avec cette augmentation-là, on relève depuis quelques années une très grande augmentation aussi de mouvements qui s'opposent aux transitions, de mouvements anti-trans, et puis avec des théories comme le Rapid Gender Onset Dysphoria qui font fureur dans certaines presses. Et donc la question des jeunes qui changent d'idées dans leur parcours, qui discontinuent, qui varient. En fait, on ne sait même pas de quoi on parle, hein, mais ça devient un objet politique extrêmement important. Du coup, on s'est dit avec Annie un jour, il faut vraiment qu'on dépose une demande de subvention extrêmement rapidement pour pouvoir en fait savoir de qui on parle, qui sont vraiment ces jeunes, de quoi on parle? Est-ce que c'est vraiment un retour à un genre, au genre assigné à la naissance, comme le laissent sous-entendre les médias, ou alors c'est pas du tout ça? Euh, Qu'est-ce que cela signifie pour ces jeunes? Puis au fond de tout ça, l'idée derrière, c'est qu'est-ce que c'est qu'une transition en fait? Est-ce que c'est possible d'envisager les choses? Est-ce qu'on doit complètement changer notre façon de voir les choses? Donc on s'est dit, bon, il faut qu'on travaille auprès des jeunes pour entendre leur voix, évidemment. Il faut qu'on travaille aussi auprès des professionnels pour entendre ce qu'ils ont à dire. Et puis, c'est un phénomène social aussi. C'est un phénomène social donc, qui est avec un discours social. Et donc, on a invité aussi des chercheurs des médias pour étudier comment la question elle prenait place dans les médias sociaux et dans les médias traditionnels pour mieux cerner en fait ce concept. Donc les objectifs, hein, c'est de comprendre et d'analyser dont ces jeunes disent avoir détransitionné, quelle est leur expérience et qu'est-ce qu'ils vivent, d'explorer l'ampleur chez les professionnels et qu'est-ce qu'eux identifient comme une transition, une détransition, et d'analyser le discours dans les médias. L'important de retenir, c'est qu'on l'a fait aussi dans une approche transaffirmative, donc ce qui veut dire que pour nous, il n'y a pas non plus une vision binaire de la transition, une linéarité, et que ce qu'on essaye de cerner, c'est comment en fait mieux conceptualiser pour ultimement améliorer nos pratiques finalement. Donc une méthodologie en 3 volets. Euh, le volet jeune qui a été extrêmement rapidement mené pour une recherche, on a eu un très bon écho. Morgane présentera plus en détail après. On a fait 20 entrevues semi-dirigées entre 1 heure et 2 heures un peu partout dans le monde. Donc, on a même des personnes d'Indonésie qui ont répondu, ce qui est très intéressant. Donc, on n'a pas que des pays où c'est soi-disant facile de transitionner. On a toutes sortes de contextes, ce qui nous permet aussi d'avoir une comparaison. On a par contre, malgré le fait que Morgane ait beaucoup essayé, on n'a recruté qu'une seule personne assignée garçon à la naissance, ce qui va nous poser aussi un certain nombre de questionnements par la suite. Et on a 5 personnes qui peuvent être qualifiées de racisées dans l'échantillon. On va probablement faire une deuxième vague d'entrevues sur cette question parce qu'on a plus à approfondir et on se rend compte de la grande richesse de ce qui ressort. Chez les professionnels, on a lancé un questionnaire en ligne sur Lime Survey en français et en anglais avec une diffusion internationale qu'on a essayé un peu par tous nos réseaux, par mail, via la WPATH, les organisations qu'on connaissait en Europe, les groupes Facebook. On a 61 questionnaires qui ont été complétés, dont 55%, donc 60%, soit 55 dont on a pu utiliser toutes les données en fait pour analyser. Et puis, le corpus média, étant donné l'importance de la question finalement dans les médias sociaux, il y a un immense travail qui est actuellement en cours pour choisir qu'est-ce qu'il faut choisir. On s'est rendu compte qu'en fait, on rentrait dans une mer et nos chercheurs de communication
vont y passer l'été pour essayer de trier ces données. On aura des données un peu plus tardivement par rapport à ça. Le volet professionnel, 2-3 choses très rapidement. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, vous voyez, c'est 57% en Amérique du Nord, 39% en Europe, un peu différents pays d'Europe. La Suisse est surreprésentée peut-être parce que mes réseaux en Suisse sont assez efficaces. Et puis, on a aussi des gens d'Océanie, donc de front très, 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 très loin. Donc, on représente quand même pas mal de professionnels. Une chose à souligner, c'est quand même l'expérience assez ancrée des professionnels qui ont répondu, hein. La plupart de nos professionnels ont une assez grande et voire longue expérience, donc ont aussi un recul parce que la question a beaucoup évolué, les traitements ont beaucoup changé. Certains ont 25% ont plus de 10 ans de recul et d'autres ont… Et donc, on a la moitié de notre échantillon qui a plus de 5 ans de recul, donc ils sont quand même assez experts de la question. Avec, si vous regardez le tableau, 44% qui ont vu plus de 51 jeunes et certains en ont vu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, un poids d'expérience assez intéressant à représenter. Alors, la plupart viennent de psychologie, médecine, travail social, ça, je pense que c'est essentiellement en Amérique du Nord, et d'autres viennent d'autres professions. La pratique privée avec les établissements publics de santé hospitaliers étant les 2 types d'établissements qui sont le plus représentés dans la prise en charge. Autre chose, 79% pratiquent le consentement éclairé, enfin disent le pratiquer, 21% ne le pratiquent pas et une majorité ont aussi reçu une formation spécifique en santé trans. Et ça va être intéressant aussi pour nous d'analyser les données en fonction de… On ne mesure pas ça avec juste une question, hein. Dans nos questionnaires, on a qu'est-ce que vous pratiquez, puis ensuite on a plein d'autres questions plus spécifiques qui nous permettent d'évaluer si c'est vraiment du consentement éclairé ou si ce n'est pas juste un labeling que les gens se donnent. Donc, on a quand même constitué le questionnaire pour pouvoir sortir les représentations, le discours conscient, mais aussi les représentations moins explicites, mais quand même qui sont agissantes en clinique dans leur représentation pour voir si on peut avoir des différences dans la manière de prendre en charge les jeunes. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est quand même une expérience pas si courante que ça, d'avoir des jeunes qui ont discontinué. C'est sûr qu'on n'a pas un échantillon représentatif de tous les professionnels, mais la plupart, quand même, ont peu de jeunes qui ont discontinué, hein. 82% qui ont eu des jeunes en ont eu entre 1 et 5, et puis une majorité n'ont pas forcément rencontré des jeunes qui avaient discontinué. Morgane, je te passe la parole. Ouais. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, parfait. Donc, parler donc… Pendant ce partage de paroles, je vous noterai qu'il vous reste environ 5 minutes. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, je vais vous présenter le volet jeunes rapidement. En fait, nous, on a voulu se concentrer un petit peu pour l'instant sur les feelings, les sentiments en fait, que les jeunes expriment par rapport à leur parcours, parce qu'on parle souvent beaucoup de regrets quand on parle de la discontinuation des transitions. Donc on voulait savoir si c'était vraiment du regret que les jeunes exprimaient. Et ce que vous voyez ici avec le petit tableau, en fait, c'est le nombre d'occurrences par code. Chaque colonne représente un ou une jeune. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que les discours sont assez nuancés. Les jeunes expriment à la fois du positif, mais aussi du négatif. En fait, les sentiments exprimés par les jeunes sur leur parcours sont assez ambigus et nuancés, en fait. Il n'y a pas que du regret. Donc, je vais juste rapidement vous détailler quelques sous-codes. Par rapport aux ressentis négatifs, en fait, 14 jeunes sur les 20 ont exprimé des ressentis négatifs. Pour beaucoup d'entre elles, en fait, ça a été le fait de dire qu'elles auraient aimé être plus confrontées en fait au début quand elles ont commencé leur transition, notamment explorer un petit peu les motivations qui les amenaient à faire une transition et les problématiques
sous-jacentes. Donc, il y a 9 jeunes qui ont exprimé du regret. Il y en a qui ont exprimé aussi de la tristesse, du deuil, un manque de leur corps avant la transition. Il y en a qui auraient aimé avoir des alternatives à la transition médicale. Puis dans certains cas aussi, le fait d'avoir fait une transition peut aujourd'hui causer de la dysphorie. Par exemple, des personnes qui s'identifient plutôt dans une identité féminine et qui auraient gardé une voix grave. Donc ça peut poser des fois des petites difficultés au présent. Je peux parler aussi un petit peu des ressentis positifs. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même 15 jeunes sur les 20 qui ont exprimé des sentiments positifs sur leur parcours. Pas mal disent que le fait d'avoir fait une transition, ça va contribuer à une meilleure connaissance de soi, à devenir soi, à les amener là où ils et elles sont aujourd'hui. Il y en a 6 qui disent être satisfaits ou satisfaites des changements liés à la transition. Il faut savoir en fait que parfois, il y a des jeunes qui ne s'identifient pas forcément dans leur identité assignée à la naissance et qui sont contentes d'avoir changé de nom, d'avoir changé de pronom, d'avoir fait certaines interventions. Donc 6 aussi expriment ne pas avoir de regrets. Il y a des jeunes aussi qui disent que la transition était une précieuse expérience qui leur a permis d'apprendre, notamment sur les normes de genre. Donc parfois, ça leur a permis de déconstruire les normes de genre et donc aussi de s'émanciper des normes qui pesaient sur elles et eux avant même de faire une transition. Ce qui est intéressant là dans le discours de Shane, en fait, c'est qu'elle dit qu'au début, quand elle a arrêté sa transition, elle était très en colère, mais qu'aujourd'hui, en fait, elle a la gratitude d'avoir fait ce parcours et qu'elle ne regrette pas, et que si elle ne l'avait pas fait, en fait, sûrement qu'elle se sentirait insatisfaite et qu'elle aurait gardé une curiosité. Donc, c'est intéressant de voir aussi que si on prend les jeunes au moment de la détransition, il y a parfois plus de ressentis négatifs ou des ressentis plus forts, et qu'avec le temps, parfois, ça peut évoluer. Enfin, je voulais parler très rapidement en fait, des défis posés par l'arrêt de la transition. On se rend compte que pour les jeunes, parfois, en fait, le fait d'arrêter la transition, ça peut amener des nouveaux défis ou un retour de problématiques, par exemple, qui étaient présents avant la transition. Parce que parfois, la transition, ça a quand même aidé à soit, en tout cas, à diminuer certaines problématiques comme la dysphorie, les troubles du comportement alimentaire ou la dépression. Et donc, au moment d'arrêter la transition, ces problématiques peuvent revenir et ça veut dire qu'il faut trouver des fois d'autres alternatives pour pouvoir y faire face. Et puis, il peut y avoir aussi des nouvelles problématiques comme l'inquiétude quant au fait de changer à nouveau d'identité. Puis, pour certaines jeunes aussi, il peut y avoir une nostalgie du moment de la transition, puisque pour certaines personnes, le fait d'être vue comme un garçon, par exemple, pour une personne qui est assignée femme, des fois, ça va leur manquer une fois qu'ils ou elles ont arrêté leur transition. Ici, c'est intéressant, en fait, ce que Sun raconte, c'est que malgré le fait qu'il a compris qu'est-ce qui l'avait amené à faire une transition en premier lieu, ça ne suffit pas à guérir sa dysphorie, en fait. Donc, en fait, Sun envisage peut-être de reprendre un jour sa transition. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a besoin vraiment d'avoir un accompagnement au moment de la détransition. Donc, en conclusion, rapidement, ce qu'on a pu voir avec les données sur les professionnels, c'est que les discontinuations ont l'air d'être assez peu courantes, même s'il va falloir qu'on voit un peu plus en profondeur qu'est-ce que les professionnels considèrent comme étant des détransitions. On voit aussi que le tableau est assez nuancé concernant les jeunes, que oui, ils expriment parfois du regret, mais aussi de la gratitude. Et donc, avoir une analyse qualitative, c'est vraiment nécessaire pour comprendre la diversité et la complexité des parcours. Je voulais souligner aussi le fait que le fait de discontinuer une transition, ça ne veut pas dire revenir en arrière. Donc, on n'a pas un parcours ABA, on a plutôt un parcours ABC, dans lequel la transition, en fait, a amené les jeunes à se développer et à évoluer parfois vers une nouvelle identité ou en tout cas un nouveau vécu de l'identité de genre. Donc, de ce point de vue-là, on peut voir que la transition, parfois, même si elle ne satisfait pas ou plus les jeunes, ça peut avoir contribué parfois à leur épanouissement et aussi à un changement de perspective sur leur vision du genre. Puis pour les 2 derniers points, je vais laisser la parole à Denise. Merci Morgane. En fait, je trouve qu'un élément fondamental de ce qui ressort dans l'analyse préliminaire de ces données, c'est vraiment que on doit cesser de voir le parcours comme linéaire. Et que certains jeunes, on n'a pas pu le présenter, veulent pas forcément soit revenir au genre assigné, mais
des fois, ils ne veulent pas non plus avoir l'air d'un homme cisgenre. Donc, il y a un certain nombre, la question est tellement plus complexe que ça. Ça va poser effectivement, et ça nous donne des indicateurs très intéressants sur comment développer des meilleures approches d'accompagnement pour tous les jeunes, mais aussi un questionnement sur qu'est-ce qu'on peut faire pour les personnes qui choisissent de discontinuer une transition pour un moment, pour toujours, ce qui est très très difficile à prévoir dans la vie. Et puis finalement, on espère vraiment pouvoir participer au débat social et offrir avec cette recherche des données scientifiques euh, pour, euh, pour pouvoir expliquer plus profondément qu'est-ce que c'est que cette question d'une transition finalement. Merci beaucoup.